Où en est la France en matière de neutralité carbone? À ce jour, elle émet près de 420 mégatonnes équivalent de CO2 par an, alors que, essentiellement grâce à la photosynthèse des végétaux, elle n'en absorbe que 14 par an, soit 30 fois moins. La stratégie nationale bas carbone propose d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, avec un équilibre estimé à 80 en émissions et 80 en absorption. Pour ce faire, il s'agit de réduire drastiquement les émissions de CO2 tout en développant les capacités d'absorption permises par l'activité végétale. C'est là que la biomasse joue un rôle fondamental dans la poursuite de cet objectif, ou plutôt les biomasses, car elles se caractérisent par une diversité en nature, bois et produits dérivés, résidus végétaux issus de l'agriculture, résidus de l'élevage, déchets ménagers et industriels d'origine biologique, etc. Également une diversité d'usages, production énergétique certes, mais aussi de matériaux et bien sûr une fonction alimentaire. Par leur genèse, les biomasses contiennent du carbone et selon l'usage qui en sera fait, ce carbone retournera tôt ou tard, en totalité ou en partie, dans l'atmosphère. Mais l'originalité des biomasses et leur grand intérêt tient au fait qu'elles sont renouvelables. Cependant, renouvelable ne signifie pas renouvelé ni neutre. En effet, une biomasse n'est pas forcément renouvelée dans tous les cas. Par ailleurs, une combustion de la biomasse récoltée ne garantit nullement l'absorption simultanée d'une quantité équivalente de CO2, condition pour une neutralité. Pour des forêts, par exemple, il faut plusieurs décennies pour se régénérer et être en capacité d'absorber à nouveau le CO2 qui a été relâché lors de la combustion. Cette différence de temporalité entre absorption et émission constitue l'un des points principaux d'attention de ce rapport. Le groupe de travail Biomasse et neutralité carbone, coprésidé par Monique Axelos, directrice scientifique à l'INRAE, et Patrice Geoffron, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, a donc l'ambition de faire preuve de pédagogie sur le rôle de la biomasse dans l'atteinte de la neutralité carbone. La première partie du rapport s'attache donc à expliciter ce que recouvre le terme neutralité carbone au travers du cycle du carbone et le rôle de la biomasse dans ce cycle. La deuxième partie du rapport présente la diversité des types de biomasse et de leurs usages. Elle met en évidence notamment les mécanismes par lesquels les biomasses peuvent concourir à la neutralité carbone, soit par la reconstitution du puits carbone, soit par un effet de stockage dans des matériaux, on retarde alors le moment où le CO2 sera émis dans l'atmosphère, ou encore par une contribution à la réduction des émissions de CO2, soit par un effet de substitution produit, par le recours à un procédé utilisant de la biomasse, construction en bois par exemple, en substitution à un procédé concurrent, construction en béton, en acier, davantage émetteur de CO2, soit par un effet de substitution énergie, par la valorisation énergétique des biomasses, biocarburants, biogaz, bois combustion, en substitution d'autres sources d'énergie concurrentes, fioul, gaz, charbon, dont l'exploitation est davantage émettrice de CO2. La France dispose d'un potentiel important de ces différentes biomasses. Pour chacune d'elles, des équilibres locaux, nationaux et globaux sont à trouver pas à pas, en lien notamment avec les autres ressources mobilisées et les autres objectifs poursuivis. La crise actuelle a mis en lumière notamment des questions de sécurité d'approvisionnement et de diversification des sources de production d'énergie. Dans ce contexte, la biomasse peut jouer un rôle significatif, en particulier en permettant d'œuvrer à la résilience du système énergétique. La troisième partie, enfin, a pour objet de proposer une méthodologie permettant de hiérarchiser des activités relatives à la biomasse ainsi que des critères par rapport auxquels évaluer ces activités en fonction de leur contribution à la neutralité carbone. Le groupe de travail a identifié 4 principaux critères, prenant en compte notamment l'équilibre coût, bénéfice, risque, ainsi que la compatibilité avec d'autres objectifs de politique publique comme la préservation de la biodiversité ou la sécurité d'approvisionnement énergétique. L'objectif de ce rapport est donc de proposer
par cette méthodologie de hiérarchisation, un outil d'aide à la décision et la programmation qui soit le plus opérationnel possible et que chaque décideur peut s'approprier et adapter à son domaine d'activité.